En surface, la Terre est un peu comme un ballon de foot. Elle est composée de morceaux assez plats ajustés bord à bord. Mais ces morceaux, ces plaques de croûte terrestre, ne cessent de changer de taille et de forme, sans qu'évolue le volume du ballon, du globe terrestre, 12 700 km de diamètre environ. Le passé de ces plaques est connu, mais on peut aussi imaginer leur avenir. Les géophysiciens ont en effet brossé quelques scénarios. Mais attention, c'est en millions d'années qu'il va falloir compter. À ses débuts, la jeune planète Terre est une grosse boule de magma brûlant, environ 4700 degrés. C'était il y a 4,5 milliards d'années. Elle se refroidit très lentement. Et là, à la surface, une première croûte se forme. Quelques centaines de millions d'années plus tard, cette surface se met à bouger. Ce mouvement externe n'est que la partie superficielle des mouvements internes de la planète, ce qui se passe sous la croûte, dans ce qu'on appelle le manteau. Cette couche, le manteau, est coincée entre la croûte froide et le cœur central de la planète, le noyau, qui lui est très chaud. C'est un peu comme dans une casserole. Lorsqu'on fait chauffer un liquide, c'est au fond de la casserole, au contact de la chaleur, que le liquide commence à bouillir et monte, puis se refroidit en surface. Alors, il redescend. Sous les plaques terrestres, dans le manteau, c'est la même chose. De grands mouvements apportent des roches chaudes venant des profondeurs vers la surface. Et les anciennes roches de surface froide plongent en profondeur. Les roches chaudes qui arrivent à la surface sont à l'origine de la création, puis de l'extension des plaques, généralement au fond des océans. La montée des roches profondes forme ainsi des montagnes sous-marines, des dorsales océaniques. Mais comme la surface de la Terre n'est pas extensible, qu'elle reste constante, il faut qu'il y ait autant d'étendues de plaques qui disparaissent qu'il s'en crée. Il y a donc des limites entre des plaques où se produisent des phénomènes inverses de la montée des roches. On les appelle les zones de subduction. Là, la croûte froide d'une plaque plonge et se fond dans le manteau. La plaque sous laquelle sa voisine est soulevée. Ainsi se forment des chaînes de montagnes. Tous ces mouvements se poursuivent depuis des milliards d'années. Ils permettent à la planète d'évacuer sa chaleur interne. Cette agitation aboutit au morcellement de la surface de notre planète en grands ensembles, allant dans différentes directions. Ce sont les plaques tectoniques de taille très variable. 15 plaques majeures ont été identifiées, auxquelles s'ajoutent une cinquantaine de plaques mineures. Les déplacements des plaques sont mesurés avec précision grâce au système de positionnement par satellite, par le GPS. Toutes les plaques bougent, mais pas à la même vitesse. Les déplacements les plus rapides se situent dans certaines régions du sud-est asiatique et du Pacifique. La crête des Tonga Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande, est la frontière de subduction la plus active au monde, avec 20 cm de mouvement par an. Mais la plupart des plaques ont des vitesses inférieures à 3 cm par an. Si ces mouvements nous paraissent lents, évidemment, à l'échelle de vie humaine, ils sont à l'origine de la formation des continents et des océans, des chaînes de montagnes, des fosses océaniques. À la frontière des plaques, de nombreux phénomènes géologiques se produisent. Les séismes, les éruptions volcaniques. En observant la position des séismes et des volcans sur une carte, on devine ainsi les limites des plaques. C'est très net autour des plaques qui forment le fond de l'océan Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Volcans, séismes, montagnes et nouveaux océans modifient le visage de la Terre depuis des millions d'années. À quoi notre planète pouvait-elle ressembler par le passé? Plus on remonte dans le temps, plus il est difficile de répondre à cette question. Ce que l'on sait, c'est que les terres émergées se sont concentrées en un seul supercontinent, plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. Au cours du dernier milliard d'années, la Terre a connu 3 supercontinents. Le dernier en date, il y a 300 à 180 millions d'années, est appelé Pangée. Ça vient du grec pan, Gaia, toutes les terres. Il y a 130 millions d'années, la partie sud de la Pangée, appelée Gondwana, se fragmente. L'océan Atlantique s'ouvre et ne cesse de s'élargir. De l'autre côté, l'océan Pacifique se ferme, plus vite qu'il ne s'étend. La formation du prochain supercontinent devrait se produire dans 250 à 300 millions d'années. À quoi ressemblera
ce futur supercontinent. En étudiant les mouvements passés et actuels, les géophysiciens ont élaboré 4 scénarios. Nouvelle Pangée, la Pangée ultime, Orica et Amasya. Dans le premier scénario, en supposant que les conditions actuelles persistent, le prochain supercontinent se formerait aux antipodes de la Pangée. L'Amérique entrerait en collision avec l'Antarctique, qui dérive vers le nord, puis avec l'Afrique-Eurasie. C'est la Nouvelle Pangée. C'est le scénario qui est à la faveur de la communauté scientifique. Mais l'ouverture de l'Atlantique pourrait se ralentir, voire s'inverser. Cette fois, ce n'est pas l'océan Pacifique qui se ferme, mais l'océan Atlantique. Ce serait la Pangée ultime qui entraînerait une recréation de l'ancienne Pangée. Dans un troisième scénario, les océans Pacifique et Atlantique pourraient tous deux se fermer. Une fracture s'ouvrirait à travers l'Asie, de la Sibérie à l'Inde, pour former un nouvel océan. Le supercontinent qui en résulterait est surnommé Orica. Dans le dernier scénario, l'océan Arctique se ferme, les plaques dérivent vers le nord et tous les continents s'y rassemblent, constituant l'Amasya. Il suffit d'attendre 250 millions d'années pour savoir quel scénario est finalement le bon. Patientons.